Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Taradjam. Pendant 52 minutes, nous allons traverser une partie de l'histoire de Mayotte. Souvenez-vous, le 27 octobre 1999, à 5 h du matin, Madame Zenam Dere nous quittait. Cette figure emblématique du combat pour la départementalisation de Mayotte sert de fil conducteur à cette émission. Taradjam met l'accent sur la révolte des femmes en 1966 et s'interroge sur l'évolution du statut de la femme mahoraise. Nous nous retrouvons tout à l'heure avec le docteur Martial Henry, ancien ministre du gouvernement comorien, ancien vice-président du Conseil général de Mayotte. Mais auparavant, suivez ce reportage de Moana Saïdou. Fille de Mdere Madim Dere et de Mwadaché Ali, Zenam Dere est née à Pamandi vers la fin de la guerre 14-18 en 1917. 2 ans après sa naissance, son père quitte sa mère pour élire domicile à Madagascar. À 4 ans, sa vie de nomade commence avec son père qui vient la récupérer pour vivre avec lui à Diego Suarez, malgré la réticence de sa mère. Là-bas, école coranique et mission catholique alternent jusqu'au jour où sa mère fasse à son tour le déplacement pour sauver sa fille qui, selon elle, risquait de devenir Mnaswara, c'est-à-dire renier son statut de musulman pour se convertir en chrétien si elle approfondissait l'apprentissage du français. Son père cède avec amertume du reste, conscient que loin de l'autorité paternelle, sa fille n'allait plus pouvoir s'instruire comme il l'aurait souhaité. À 9 ans, retour à Mayotte donc, avec à la clé un premier mariage à l'âge de 15 ans. Échec. À 22 ans, de nouveau la grande île malgache, en touriste cette fois, toutes les grandes villes passées en revue, Tananarive, Diego Suarez et puis Majenga. Remariage ici, un deuxième mariage suivi d'une nouvelle séparation. En 1944, alors âgée de 27 ans, elle se retrouve à Mayotte, se remarie pour la 3e fois avec Vitamadi de Mtsangamouji. Commerce, prospérité et soudain, ironie du sort, un malheur. Sivuliwa katikati baki leza mwilini hangu tu istakanibakia ule mtume kasunuvuri hangamba balirikana nera kinindira mungwarengea ya asubuta nambiamba bwamshukana wawote mana tshirurubisha thilithi yaho mana boisa mtu ahumbe masabasa tishindi kusina tashtu moja duniani bana msoshindaye mnu handi serangu moti atavyo utende tena tite mwana hangu swame basi akuzali undishe mariziki yangu yana Mungu. Allahumma swali ala Muhammad wa sallim salima rafu bila misali Muhammad ayu bila itila
Salimu Sayyidi Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadi. Allahumma salli ala Muhammadi. Salim alayhi. Avertie, sa mère alors à Madagascar paye le billet pour la faire venir auprès d'elle. Maîtresse d'école coranique, adorée par ses élèves, 4e mariage et toujours pas d'enfant, elle vit avec sa nièce Zoubadou Abdou Moualimou, ici en train de fêter son retour de pèlerinage à la Mecque. Quelques mois plus tard, l'envie de regagner Mayotte la reprend et pour cause. Des propos injurieux à ses yeux, des propos qu'elle a entendus à la radio sur les Maorés et de la bouche même du président du gouvernement des Comores de l'époque, Saïd Mohamed Cheikh. Mjemuudze nikamsina nguo mwapindra msombeleshani nguo jazi baba mshuke muuze biashara zanyu basi ile ni hozoroni hangu sikia mtu hilo asileha mwamba wasulima bide maburuku diartambishao ajibilwa kama saile kaina shughuli nsomelea bunduki bano nsomelea na zitu zanyu janje muulia maburuku yasimanye zilimezanyu na kwa kila tola puruku babu daringe mshia wahe ajina washibdikata tombari alimia. Urudi pavi mujini hao na mulimie ya mazamba yani vavo maore hunwa kohira shambani. De tels propos insultants sans que personne n'y réponde, c'est inadmissible, se dit-elle. Elle lui aurait répondu quitte à aller en prison. Elle décide de quitter sur le champ Madagascar, mais au port de Manjenga, elle a dû répondre en ces termes à un malgache qui cherchait à trop en savoir. Mkinuta sawari labda tukawasi na boka liwanyu mana maori hatoho udzihwa mfalume wa shibushini hawa karanganza talbesata. À bord du bateau Scandinavie, elle arrive à Mayotte. Le transfert des services administratifs les plus importants pour Moroni avait déjà commencé. Plus de radiodiffusion à Djaoudi, rien que des services administratifs insignifiants à ses yeux, juste pour expédier les affaires courantes. Pamandzi, vidé de tous ses fonctionnaires, aucune autorisation de construire, ordre du président Saïd Mohamed Cheikh. Elle décide alors d'aller parlementer avec le président Saïd Mohamed Cheikh pour réclamer des terrains à bâtir pour les habitants de Pamandzi. Réponse du président, aucun problème, allez voir de ma part le chef de canton pour le morcellement des terrains. Et Zenam Dere de s'empresser d'y aller, mais oh surprise, aucun terrain à bâtir ne sera attribué à un habitant de Pamandzi. Les femmes de Petite Terre commencent à se réunir en conclave pour dénoncer le manque de denrées de première nécessité, riz, sucre, sel et bien d'autres encore. Ahmed Sabili, alors ministre des Comores, leur répond en ces termes. Un rapport de la gendarmerie sur les activités de Zenam Dere est adressé au président Saïd Mohamed Cheikh à Moroni. Pour sa part, Zenam Dere accepte, après quelques hésitations, de guider les femmes de Pamandzi qu'il avait sollicitées. Elle entend désormais se consacrer à la cause des femmes de Pamandzi. La tension monte, les femmes en colère se révoltent, et c'est à ce moment précis que le rôle de médiatrice de Zenam Dere se concrétise avec l'effort qu'elle déploie pour calmer les esprits.
Quelques mois plus tard, le président Saïd Mohamed Cheikh arrive à Mayotte en visite officielle. Les femmes de l'abattoir rejoignent celles de Pamandi. Elles se rassemblent à Pamandi au lieu dit jardin et guettent son passage quand il se rendra à la résidence présidentielle, l'actuelle maison de fonction des sous-préfets. Objectif, rencontrer le président pour un entretien en tête-à-tête. Saïd Mohamed Cheikh arrive, il invite Zenam Dere, qu'il reconnaît parmi les autres femmes. Ils s'étaient déjà rencontrés à Madagascar. Une Zenam Dere qui refuse son hospitalité malgré un soleil de plomb. Namlewe juani tunongwa ai mwenye wasirani wa juani na vale nekana mtani wa juani kali hukuma basi wasikasuria hukuma si miar wale skadie wa ya barazani siani kama ala yangu vale sindisamba tabuzi so barua zangu za jama na sikachangia barua mara nne mbeleshe kanji barua zangu nazimelea haho na kodisa mpira yai shanza kaza wasilia ambazo mwasili maana kwa Djibouti hivyo nafasi sababu nafasi ujorongwa propaganda ya tambo una be nafasi ya onjibu barua kavu tuelewa. Le président a fini par accorder un rendez-vous à Zenam Dere le lendemain, toujours à la résidence. Elle devait s'y rendre toute seule, mais elle prévient quelques femmes témoins pour éviter toute corruption. Hélas, une fois là-bas, c'est la confusion. Les autres femmes se voient refuser l'accès au bâtiment, ça dégénère. Isawala wakonduka tai telefoni na wale mazawa telefoni kazi chamba aveje wale wavingi zombo za kondukata telefoni aparamba bana sawale wa telefoni waikata telefoni ukaidi. Ce jour-là, Saïd Mohamed Cheikh, déguisé, devait quitter d'urgence Mayotte avec un renforcement d'escorte. De son côté, Zenam Dere se retrouve à la tête des femmes mahoraises cette fois pour continuer la lutte. Les tournées à travers toute l'île commencent à l'époque à pied pour mobiliser le plus grand nombre. Les visites, les prières dans les endroits sacrés comme ici, autour des ruines de la vieille mosquée de Polé en Petite Terre se succèdent et se multiplient au fil des jours. Les avis sont partagés. Les procomoriens, en général ceux qui travaillent dans la fonction publique, se font surnommer serrer la main. Ils s'opposent au Soroda de Zenam Dere. Le mouvement des femmes mahoraises naissait alors pour devenir quelques années plus tard le MPM, le mouvement populaire maoré. Bonsoir, docteur Martial. Bonsoir, Zaidou. Le 31 décembre 1966, Saïd Mohamed Cheikh est élu président du conseil de gouvernement des Comores. Il déclare « Nous devons améliorer les conditions de vie de la population ». La situation économique et sociale de Mayotte est-elle plus préoccupante à Mayotte que dans le reste de l'archipel? Alors, tout est relatif par rapport à la Grande Comore et en juin. Mayotte et Guadeloupe, du reste, comme étant les petites îles de l'archipel des Comores, étaient délaissées et on estimait du reste à l'époque, on le disait, que 80% des moyens qui étaient à la disposition du gouvernement des Comores, mis à la disposition des gouvernements des Comores par le gouvernement français, étaient
consommer, entre guillemets, à la Grande Comore et en juin. Voilà la situation économique de l'époque. Est-ce que vous trouvez donc légitime que les femmes se rebellent le 2 août 1966 lors de la visite à Mayotte du président du Conseil de gouvernement? Je pense que les femmes qui sont beaucoup plus, à mon avis, sensibles aux besoins de la famille en général et à l'éducation de leurs enfants, sentaient davantage cette situation vraiment, cette situation de pauvreté, que les hommes. Ceci, à mon sens, explique le fait qu'elles se sont groupées pour protester, en quelque sorte, contre cette situation de Mayotte qui est considérée comme étant délaissée, comme étant l'île, disons, la plus délaissée de la... Avec la manifestation du 2 août, Zenam Dere devient un symbole, à la tête du commando des chatouilleuses. Au témoin d'un doute, docteur, la chatouille est-elle une arme mortelle? En fait, Zenam Dere, qui était une femme très intelligente, je dirais même très subtile, avait trouvé cette stratégie de la chatouille pour canaliser les colères des femmes. En fait, Zenam Dere était un disciple de la non-violence, au même titre que Gandhi. Elle a trouvé cette stratégie en quelque sorte pour éviter les jets de cailloux, les bastonnades et autres. Parce qu'en fait, personne pendant toute cette période n'est morte de la chatouille. Les femmes mahoraises ont beaucoup lutté, mais ce sont les hommes qui ont exercé le pouvoir. Est-ce à considérer que les hommes politiques mahorais sont des misogynes? Non, pas du tout. En réalité, Zenam Dere, si elle l'avait souhaité, elle aurait été le président du Conseil général dès lors où la collectivité territoriale de Mayotte avait été, les institutions ont été mises en place en 1976. Mais elles ont conscience, c'est là vraiment tout leur, disons, l'hommage qu'on doit rendre à ces femmes, c'est qu'elles ont été conscientes du fait qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir eu d'éducation. Une éducation dans le sens donc scolaire, dans le sens une instruction si l'on veut. Donc, n'étant pas instruites, elles savent que pour s'occuper d'une collectivité, il faut avoir quand même quelques bases. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre elles ont demandé à des hommes pour les représenter, pour être en quelque sorte, elles ont soutenu un certain nombre d'hommes au cours des élections qui ont été organisées. Le président du conseil territorial subit donc un traitement humiliant. Il décide de repartir vers Moroni et de ne plus jamais remettre les pieds sur Mayotte. Mais le gouvernement estime qu'il y a problème et engage une mission de réconciliation avec la population de Mayotte. Vous en faites partie à l'époque. Comment avez-vous été reçu par les habitants de l'île? Je me souviens, je suis parmi ceux qui avaient déclaré que nous n'allons pas prendre position politiquement. Mais ceci a été mal perçu à Moroni. Un certain nombre d'entre nous avons été laissés ici à Mayotte, enfin affectés d'office ici à Mayotte. Je me suis trouvé dans ce cas-là et comme... C'est en quelque sorte une sanction administrative. Une sanction administrative. Je me suis trouvé à l'hôpital de Mamoudzou et comme j'étais médecin, et les Mahorais en général étaient bien contents d'avoir un médecin de plus parce qu'il n'y avait qu'un seul médecin, c'est le médecin de l'hôpital de Zamzi qui était présent à Mayotte. Nous avons été 2 médecins à cette époque-là pour 45 000 habitants. Merci, docteur Martial, d'avoir participé à cette émission. Ouais. Merci à toi, Zaïdou. Merci à RFO qui m'a permis de rétablir la vérité historique sur Mayotte.
Après le départ de Saïd Mohamed Cheikh, les manifestations se succèdent à intervalles réguliers. Le théâtre des opérations se déplace ici, devant le bâtiment de l'ORTF. Cette fois, les femmes protestent contre des injures proférées quotidiennement sur les ondes. Elles entendent également que la liberté d'expression leur soit accordée. L'audience correctionnelle du 24 février 1967 concernant la manifestation devant le local de l'ORTF restera dans les annales. Au total, 55 personnes passent en jugement. 49 écopent de 3 mois de prison avec sursis, 6 sont condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme. Cette même année, les femmes perturbent le concert du groupe comorien Asmin Band, invité à Pamandzi pour célébrer un mariage. Pour avoir troublé l'ordre public, 15 militantes du mouvement des femmes, 13 de l'abattoir et 2 de Pamandzi sont placées sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Mamoudzou. Elles y croupissent pendant 23 jours. Verdict du procès, 3 mois d'emprisonnement avec sursis. À Mayotte, ce sont les femmes qui réclament avec le plus de véhémence la départementalisation. À la tête de ces militantes se détachent Madame Zena et Mademoiselle Zaina. Le visage illuminé de Madame Zena laisse deviner la passion qu'elle met à prêcher la France devant les foules. Mademoiselle Zena incarne au contraire la femme d'action. Un soupir soulève la poitrine lorsqu'elle prophétise. Vous verrez, on finira par se massacrer tous. Madame Mérès, vous vous êtes sacrifiée pour Mayotte. Et si c'était à refaire? J'aimerais bien faire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers à Mayotte et qui ne respectent pas les Maoris. On devrait se respecter mutuellement. C'est pourquoi, si c'était à refaire, je me battrais à nouveau pour Mayotte. Quel souvenir gardez-vous de Madame Zenam Dere? Zenam Dere et moi, c'est une très longue histoire sans fin. Nous étions très complices. Pour elle, j'étais sa fille, sa petite fille et même sa secrétaire. Il n'y a pas de mots pour définir la relation que j'avais avec elle. Vous disiez à l'époque que les hommes sont achetables. Vous n'aviez donc confiance en personne? En aucun moment je n'avais confiance aux hommes maoris. Nous les femmes, nous avions pris les choses en main. Nous nous sommes battus et nous continuons de nous battre aujourd'hui. Les hommes étaient achetés par le gouvernement comorien, les serrer la main. C'est pourquoi on les appelait les serrer la main, parce qu'ils étaient achetés par le gouvernement comorien. Indépendance ou maintien dans la France? Le choix s'oppose en ces termes en 1974. À l'approche de la consultation d'autodétermination, une quarantaine de personnes dorment en prison, dont le député Younoussa Bamana. Le reportage de Raki Amadi nous éclaire sur cette période de l'histoire. À la fin des années 70, le mouvement des femmes se radicalise malgré la répression. Le 13 octobre 1969, Zaki Amadi meurt lors d'un attroupement à la jetée de Mamoudzou. Pour disperser une imposante foule massée à l'embarcadère, la milice lance des grenades offensives, tuant la jeune femme. 20 personnes sont grièvement blessées. Le gouvernement comorien ne s'empresse pas de mener l'enquête pour déterminer les circonstances du décès de Zaki Amadi. L'exhumation du corps de la victime aux fins d'autopsie intervient 1 an après les faits. L'expertise médico-légale diligentée par le procureur de la République près du tribunal de Mamoudzou révèle des éclats de grenades sur les restes de la dépouille au niveau du bassin.
Cependant, l'enquête est classée sans suite. L'instruction ayant traîné en longueur, le procès tombe finalement à l'eau. Les responsables de la fusillade échappent ainsi à toute condamnation. Signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Le 6 juillet 1975, Ahmed Abdallah proclame unilatéralement l'indépendance des Comores. La nouvelle est accueillie sereinement par la France et avec enthousiasme par les instances internationales OUA, ONU. À Mayotte, en revanche, la population prend ses dispositions et ses responsabilités en coupant le cordon ombilical avec les îles voisines. Après le coup de force d'Abdallah, le 20 juillet, le conseil de circonscription de Mayotte nomme un nouveau préfet en la personne de Younoussa Bamana, l'un des dirigeants du mouvement populaire maoré. Mayotte met ainsi un terme à 15 années d'autonomie interne. Le 1er août 1975, une nouvelle révolution éclate au cri de « Abat la dictature, vive la liberté retrouvée ». Les dirigeants mahorais encadrés par des femmes prennent possession des bâtiments publics et expulsent les fonctionnaires du gouvernement comorien. L'ère de l'administration provisoire vient de s'instaurer à Mayotte. Le 3 août, à Moroni, l'opposition dirigée par Ali Swalihi renverse Ahmed Abdallah avec l'aide des mercenaires de Bob Denard. Le nouvel homme fort des Comores tente de renouer les liens avec Mayotte en vain. Le coup d'État d'Ali Swalihi ne change rien à notre action fondamentale qui est de rester français, explique Marcel Henry. Younoussa Bamana déclare à son tour « Le putsch survenu aux Comores renforce et justifie notre choix pour la liberté et la démocratie ». Après l'indépendance, l'agitation qui règne aux Comores tranche avec la sérénité qui caractérise Mayotte. Le préfet de l'administration provisoire, Younoussa Bamana, est secondé par 2 sous-préfets. Zouber Adinani pour la circonscription de Petite Terre, Abdoul Bastois Omar pour la Grande Terre. Cette équipe découvre l'énorme passivité du gouvernement comorien. Transport aérien et maritime, importation des hydrocarbures, distribution de l'électricité, tout